tout est agir. Je pense qu'on agit tous sur la matière et sur le monde en permanence. Agir, c'est aimer. Être soi, c'est agir. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de concessions sur ce qu'on est. Jamais, 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 jamais. Agir, c'est mettre en œuvre une réflexion qui répond à un besoin sociétal. Faut y aller, on s'en fout, on casse tout, on y va, on rêve grand. Aujourd'hui, je rencontre Kenza Brega. Vous connaissez peut-être son nom ou son visage, mais son parcours est sans doute moins familier. Kenza est née en Irak et est arrivée en France à l'âge de 9 ans, après avoir vécu la guerre du Golfe. Pendant cette période de son enfance, elle a toujours été consciente des événements qui l'entouraient, qu'il s'agisse des ravages de la guerre ou des différentes contraintes qui l'environnaient. En 2001, elle s'est fait connaître en participant à la première émission de télé-réalité, la fameuse Loft Story. La surmédiatisation qu'elle a vécue a été une épreuve, d'ailleurs suivie d'une dépression et de difficultés à vivre avec un événement aussi marquant et aussi envahissant dans une vie. Kenza nous retrace comment elle a intégré cette aventure et surtout comment elle réagit et s'est reconstruite après une telle expérience. Toujours prête à sortir des sentiers battus, Kenza n'a pas sa langue dans sa poche. Elle s'exprime haut et fort pour défendre notamment la liberté, et vous le verrez notamment et fortement dans cet épisode. Agir pour elle, c'est être en éveil avec le monde dans lequel on évolue. Pour elle, l'action prend sens quand on est aligné entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Si tu agis sans avoir confiance en toi, rien ne se passe. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Kenza. Bonjour Émilie. Merci beaucoup de revenir dans Elles agissent. Je dis revenir parce qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger en live. Et là, on va échanger sur le podcast, prendre le temps et puis voir, retracer ton chemin, ton parcours et voir quelle est ta notion de l'action aussi ensemble. Donc, je suis ravie que tu aies accepté de revenir cette fois-ci au micro d'Elles agissent. Eh bien, moi aussi, je suis ravie de revenir te voir parce que finalement, agir, c'est tout le temps. C'est vrai. Partout. Et c'est aussi valable pour tous. Donc, voilà. Kenza, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu souhaites, personnellement, professionnellement? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Comment tu as envie de te présenter? Alors, moi, je me présente tout simplement en disant que je suis Kenza Brega, que je suis une jeune femme de 46 ans, d'origine irakienne. Et donc, je suis née en Irak et je suis ici en France depuis l'âge de 9 ans. Et je suis arrivée en fait ici en France dans des conditions très particulières puisque j'ai vécu la guerre du Golfe et j'ai vécu d'ailleurs les deux guerres en Irak qui était donc la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc on va dire que je suis une jeune femme issue de la guerre. J'ai vécu toute mon enfance pratiquement sous les bombes en Irak. Et quand je suis arrivée en France, eh bien, ma vie a totalement changé, elle s'est totalement transformée. Et donc aujourd'hui, à 46 ans, je suis donc journaliste, je suis auteure. Et j'ai été connue en 2001 via une émission que tout le monde certainement connaît, qui s'appelle Le Loft, donc qui est la première télé-réalité en France, qui a été lancée en 2001. Et mon parcours de vie a été semé d'embûches, surtout après ce que j'ai vécu étant enfant. Mais c'est vrai que cette médiatisation en 2001, alors que je n'avais que 23 ans, a aussi, encore une fois, changé ma vie à 360 degrés. Voilà. Tu as des faits marquants dans ta vie qui chamboulent. Hein. Exactement. Je crois que je dis toujours que j'ai refait ma vie plusieurs fois. Ouais. Oui, ça veut dire qu'en fait, je suis née plusieurs fois aussi, parce qu'à chaque fois que j'ai eu un début de vie, un renouveau, en fait, ça a été comme une nouvelle naissance, avec ses bonheurs et ses douleurs. Et c'est vrai que chaque expérience a été extrêmement marquante dans ma vie. Alors, il y a eu la guerre, déjà. On va revenir sur justement cette enfance. Tout à fait. Et puis après, il y a eu cette médiatisation qui a aussi été très lourde à porter. Elle a été aussi très lourde à supporter aussi. Mais elle m'a permis aussi d'aller dans des directions aussi que j'avais envie d'explorer depuis très longtemps. Et ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui, en fait. Oui, ton parcours. Hein. C'est ça. On parle souvent de est-ce que tu l'aurais refait, le loft, est-ce que ceci... Mais en fait, c'est ça, c'est ton histoire, donc de toute manière... C'est ça. Mais je dis toujours, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les gens me ramènent toujours à ça. Parce que cette médiatisation, elle a tellement été importante aux yeux des téléspectateurs, aux yeux des Français, mais même à mes propres yeux à moi, de jeune femme de 23 ans, tu vois.
Mais c'est vrai qu'on me ramène toujours à ça, d'abord parce qu'on est dans un pays aussi, on vous ramène toujours à une étiquette, on vous ramène toujours à une case. Et moi, comme je déteste être dans les cases, parce que j'ai toujours envie de liberté et j'ai toujours envie de m'exprimer en dehors des cases, forcément, ça a fait de moi aussi une femme qui a tout le temps agi tout au long de son parcours et qui a toujours justement voulu sortir des sentiers battus pour découvrir d'autres environnements et me construire en tant que femme. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux bien justement qu'on revienne sur l'enfance, Bien cette sûr. fameuse enfance marquante? Tout à fait. Qu'est-ce que tu as comme souvenir? Tu as des souvenirs, oui, à 9 ans, je pense que tu te souviens bien. Oui. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus dur ou le plus marquant dans cette enfance? Le plus marquant, évidemment, ça a été la guerre, en fait, les bombes, les abris anti-atomiques dans lesquels je me suis réfugiée avec ma famille quand j'étais jeune, toute jeune enfant. Parce qu'à 9 ans, on est encore un enfant, mais à la fois, on est conscient de ce qui se passe autour de nous, on est conscient de l'environnement. Et puis, j'ai grandi aussi dans un environnement patriarcal, dans une grande famille irakienne, où les hommes avaient énormément de pouvoir sur les femmes. Même en tant que jeune fille de 9 ans, j'avais déjà cette pression de devenir une femme pure, voire une jeune femme pure, pour pouvoir plus tard me marier, être une bonne femme à marier, à un homme de mon environnement. Ah ouais. Donc j'étais quand même dans des carcans en fait, où je n'imaginais jamais sortir, dont je n'imaginais jamais me débarrasser. Ouais. Donc j'ai été obligée à vivre une certaine vie qui a été obligatoire pour moi et que je ne pouvais pas. En fait, je ne pouvais pas imaginer ma vie autrement que celle qu'on avait imaginée pour moi. Parce que toutes les jeunes femmes orientales qui grandissent dans des pays comme ça, au Moyen-Orient plus particulièrement, sont des jeunes filles qui grandissent dans des environnements très masculins. Où tout ce qui est attrait à la féminité est souvent caché, et souvent aussi interdit. Donc en fait, moi j'ai grandi dans tout ce qui était interdit, dans tout ce que je faisais en dehors de ma sphère familiale était honteux. Donc en fait, j'ai grandi dans ce côté où il ne faut pas faire ça parce que tu es une femme. Ouais. C'est honteux de faire ça, tu es une jeune femme, il faut que tu restes pure, tu ne regardes pas les hommes, tu ne regardes pas les garçons. Donc tu vois, cet environnement-là où on est extrêmement contrôlé, Baigné dedans, ouais. baigné dedans, en fait, on imagine que cette vie-là, c'est notre vie, et puis il n'y a pas d'autre vie ailleurs. Ouais, bien sûr. Donc la notion de liberté, c'est pour ça que cette notion de liberté m'a toujours accompagnée dans ma vie après. Ouais. Et en fait, on se forge notre personnalité finalement avec tout ce qu'on a vécu en tant qu'enfant ou en tant que jeune fille. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et l'arrivée en France a été, j'imagine... Elle a été bouleversante. Oui, un choc. On parlait de plusieurs chocs dans ta vie. Ouais, je suis arrivée en fait ici à l'âge, en 91 plus particulièrement, au moment où il y a eu la guerre du Golfe, donc au Moyen-Orient, en Irak. Et ma mère, qui est d'origine franco-algérienne, a pu sortir avec moi et mes 2 petites sœurs en fait, du territoire, de par la nationalité de ma mère, qui n'était pas obligée de rester sur le territoire, sauf qu'on a dû abandonner mon père, qui était lui réfugié, qui devait normalement toujours être proche du régime de Saddam, qui était à l'époque toujours au pouvoir. Et donc lui, en tant que ressortissant irakien, il ne pouvait pas quitter le territoire sans l'autorisation justement du gouvernement. Donc ça a été très difficile, ça a été en fait une déchirure familiale. Pour notre sécurité, ma mère a décidé de nous prendre sous son aile et de quitter justement le territoire en pleine guerre. Et pour nous réfugier ici en France, où on a été accueillis par des associations, par le peu de familles qu'on avait ici. Et puis on est devenus des réfugiés, comme ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision. Sauf que nous on a eu la chance, de par le statut de ma mère qui était franco-algérienne, qui nous a justement permis quand même d'être accueillis dans de bonnes conditions en tant que Français. En fait, voilà. Et à mes 18 ans, je suis devenue ressortissante française. Voilà. Quel rapport tu as avec ton pays d'origine maintenant et qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qui n'en reste plus? Ce qui reste, c'est mes valeurs. Ce qui reste, c'est le sang qui coule dans mes veines. C'est aussi l'attrait que j'ai pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Je suis aujourd'hui très touchée par ce qui se passe en Palestine. Je suis évidemment... un peu le porte-parole de toutes ces femmes aussi qui ont du mal à se libérer, tu vois, de tous ces carcans un peu masculins, qui sont très difficiles à vivre. Donc ça a fait de moi, malgré tout, et sans m'en rendre compte, une militante
tu vois, pour la vie, une militante pour les femmes, une militante aussi pour la liberté. Parce que moi, cette liberté que j'ai acquise en arrivant en France, elle m'a tellement permis de me développer, de devenir une femme authentique, en phase avec ses envies, pour pouvoir être celle que je veux. Que je souhaite cette liberté à toutes les femmes, tu vois, qui, comme moi, ont vécu des choses difficiles. Il passe par quoi, justement, ton militantisme? Et par ton engagement, et par ta prise de parole, peut-être aussi sur les réseaux. En tout cas, oui, c'est ça. Pas de langue de bois. Non, c'est vrai que je suis connue pour pas avoir une langue de bois. Je suis plutôt franche, je suis plutôt authentique. J'ai plutôt des valeurs d'authenticité et de liberté. Donc, tout ce qui est... tous les gens qui sont en phase avec la liberté ont besoin de s'exprimer. J'ai du mal... en tout cas, j'ai aussi une grande sensibilité en moi qui fait que je ne peux pas rester silencieuse face à des choses qui me bouleversent, face à une actualité qui me choque. Donc évidemment, je fais partie de ces jeunes femmes qui disent clairement ce qu'elles pensent quand elles sont face à une injustice. Oui, effectivement. Et ça, c'est intéressant parce que pas mal de personnes, il y a quand même des personnes qui ont du mal à affirmer ce qu'elles sont vraiment, de peur même aussi de froisser, de blesser ou de décevoir. Quand on est vraiment soi, quand on s'affirme, on déçoit parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Comment tu as réussi justement à te construire ça et cette personnalité? Alors, par ton parcours, j'imagine, mais qu'est-ce que même aussi, peut-être c'est un conseil à donner sur quelqu'un qui justement n'arrive pas à être aussi... Il faut te suivre sur les réseaux, tu mâches pas tes mots, tu y vas, t'es toi, peu importe si ça plaît ou pas. Et puis tu réponds aussi aux gens qui te relancent ou qui te... Oui, parce que, encore une fois, je n'aime pas les injustices et je n'aime pas les attaques gratuites. Je suis anti-méchanceté, je suis anti... comment dire, je trouve qu'on est dans... Les réseaux sociaux, en fait, ont libéré la parole, clairement, mais dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi. C'est-à-dire que quand ça part très loin, ça peut partir très loin et les gens parfois dépassent les bornes. Et puis c'est facile derrière l'écran. Exactement, et puis tu as ces nouveaux courageux là qui te disent des choses alors qu'ils sont cachés derrière leur ordinateur, qui te donnent des conseils politiques, qui te donnent des conseils aussi pour comment te tenir, comment dire, comment parler, enfin... Je veux dire, on est tous quand même plus ou moins conscients de ce qu'on dit, on est des adultes, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai toujours mis un point d'honneur quand même sur une chose, c'est que je suis franche, je dis les choses, mais je ne blesse personne. Ça veut dire que quand on peut être franche et pas blesser les gens. Oui. On peut être franche et prendre aussi des pincettes pour dire les choses. Être franche, des formes, bien mais sûr. De le dire. Mais de le dire. L'essentiel, c'est que le message passe. Ouais. Alors après, certains mettent plus de temps à faire passer un message. Moi, clairement, je tourne pas autour du pot pour dire les choses. Ouais, voilà. Mais c'est comme ça aussi en amour chez moi, c'est aussi comme ça en amitié. Je me donne beaucoup pour mes amis, je me donne beaucoup en amour, donc je suis peut-être aussi quelqu'un d'exigeant avec moi-même. Donc ce qui fait de moi aussi quelqu'un d'exigeant avec les autres. Tu vois ? Et justement, tu arrives à comprendre, on comprend toujours, mais quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer ou qui n'arrive pas à... Je vois ta tête. Disons que... justement, t'as cette exigence pour toi, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai parfois, ce qui me chagrine, c'est le manque de courage de certains. Effectivement, tu vois, là, on voit bien l'exemple avec ce qui se passe, par exemple, en Palestine. Je reviens un peu à ça, parce que c'est un peu l'actualité du moment. Mais tu vois, par exemple, il y a des gens qui s'expriment sur ce conflit et qui ont quand même le courage de prendre position. D'accord ? Je pense que là, on est arrivé à un stade avec ce conflit où on ne peut pas parler forcément de paix comme on en parlait il y a quelques années. Tu vois, aujourd'hui, il y a quand même un massacre à ciel ouvert. Moi, je le dis parce que je l'assume totalement des propos que je tiens. Je trouve que c'est un génocide. Certains disent, mais non, le mot est trop fort, mais quand on tue 40 000 personnes, c'est un génocide à ciel ouvert et que personne n'intervient et que tu vois qu'il y a des pays quand même qui interviennent plus que d'autres. On est quand même dans un pays où on a quand même un président qui ne prend pas vraiment parti, tu vois, pour ses victimes. Et à un moment donné, on pense aussi aux victimes des familles israéliennes, tu vois, dont les otages ne sont pas encore libérés. Mais donc, on peut très bien aussi prendre position, mais prendre position en tant qu'humain. On n'est pas obligé, on vous dit là, il faut être blanc ou noir. Non, c'est juste que là, il y a l'humanité qui est en train de nous parler, en fait. On appelle à notre humanité propre. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faut prendre parti pour certaines causes qui méritent d'être défendues. Après, c'est vrai que le problème, c'est pas de ne pas prendre position,
c'est d'avoir dans son intimité des convictions profondes et de ne pas forcément les exprimer de la même façon quand on est en public. Moi, c'est ça qui me gêne. Ouais. C'est la cohérence qui n'est pas toujours exacte entre ce qu'on est dans l'intimité et ce qu'on est, tu vois, de façon... C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, moi je connais sur les réseaux, qui ont leur propre avis sur les choses, sur l'actualité, etc., mais qui restent toujours très lisses. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est pas comme ça que le monde va avancer. Tu vois, il faut que les gens s'engagent. Il faut qu'à un moment donné, tu dises les choses. Parce que c'est comme dans un couple. Quand il y a des non-dits dans un couple, ça fonctionne pas. Ouais. C'est quoi la base, finalement, de la réussite d'un couple ? C'est la communication. Donc si tu communiques pas avec les gens, si tu échanges pas avec les gens, avec sincérité, avec authenticité, on n'avancera jamais. Donc si tout le monde dit « Ah, mais moi j'ai peur, je veux pas y aller », « Ah, mais moi je vais pas prendre position parce que j'ai peur de plus avoir mon travail, ou de plus avoir de contrat, ou de plus avoir de machin », il y a un moment donné, pour se libérer... En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut s'affranchir de certaines choses pour être totalement libre à 100%. Tu vois ? Et je pense qu'effectivement, toi, dans ta vie et ton parcours, oui. Tu as travaillé là-dessus parce que de toute façon, tu n'as pas eu le choix que de t'affranchir d'absolument à peu près tout. Exactement. Voilà. Ouais. Et je comprends bien que certaines personnes ont du mal à s'affranchir de certaines choses parce que leur parcours ne leur permet pas de le faire, parce qu'elles sont aussi dans des positions délicates, bien sûr. Mais moi, je pense que j'ai tellement été confrontée à des choses tellement compliquées à gérer émotionnellement que je suis obligée en fait de m'affranchir pour atteindre cette liberté que j'ai tant espérée étant petite, tu vois. Donc finalement, pourquoi je suis devenue journaliste aujourd'hui ? Parce que le journalisme me permet aussi de m'exprimer alors que je ne pouvais pas le faire quand j'étais enfant, tu vois. Donc en fait, tout est lié, tous les choix de vie qu'on fait en tant que femme ou en tant qu'homme sont liés à nos douleurs, à notre parcours en tant qu'enfant. Rien n'arrive par hasard. Et justement, sur un événement marquant et émotionnellement parlant, on va revenir sur les fameux lofts. Déjà, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené à là ? Comment t'es arrivée à faire Loft Story ? Le premier, c'est vrai, tu te dis de la guerre au loft, comment elle a fait ? Oui. Alors, à 20 ans, j'étais commerciale de métier. En fait, je faisais un métier dans la communication, dans le commercial. Et puis, j'en avais un peu marre, je tournais un peu en rond. Et puis, j'avais une passion à côté qui était la radio. J'étais bénévole, en fait. Je répondais aux standards pour certaines radios associatives. Donc, j'étais vraiment passionnée par les radios libres de l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu Super Nana, on a eu Doc Eddie Fool. Moi, j'ai grandi, tu vois, avec ces gens-là qui m'ont donné envie de faire ce métier. Voilà. C'est comme une passion qui est née en moi depuis toute jeune. Et puis, en faisant de plus en plus de bénévolat, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me diriger vers ce secteur d'activité et peut-être qu'un jour, quitter mon métier de commercial, qui finalement me sert à payer mes factures et mon loyer, mais qui ne n'apporte pas le bonheur que je souhaite. La satisfaction que tu cherches. Et je me suis dit, un jour, je vais quand même continuer en parallèle à envoyer des candidatures pour être animatrice radio, pour être... voilà. Et puis un jour, je tombe sur une annonce dans un magazine qui n'existe plus, qui s'appelle Casting Magazine, dans lequel il y a une annonce un peu floue qui dit « Vous avez entre 18 et 30 ans, vous voulez participer à une émission de télévision. » Mais alors, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'explication. Et on te dit « Envoyez-nous votre candidature. » D'accord ? Moi, je me dis, OK, j'envoie une candidature là, comme j'en ai envoyé une autre pour un autre casting. Tu vois ? Donc, en fait, cette annonce, elle était noyée parmi tous les castings auxquels j'ai répondu. Et puis, j'ai un retour de la boîte de prod qui s'appelle Endemol, à l'époque, qui me contacte et qui me dit, écoutez, Kenza, on a reçu votre CV, on est intéressé par votre parcours et par votre personnalité. Est-ce que vous souhaitez passer les autres étapes éliminatoires de l'émission pour participer à cette émission ? Mais je leur dis, attendez, vous m'en dites quand même deux mots, quoi. C'est quoi parce que vous parlez d'émissions de télévision, mais on ne sait pas. Oui, on ne peut rien vous dire parce que c'est un projet confidentiel pour l'instant, mais on vous en dira plus si vous arrivez à la dernière étape de casting. D'accord ? Et là, je passe à peu près 3 ou 4 étapes de casting qui est à chaque fois éliminatoire, et en fait, je dépasse toutes les étapes. En fait, je passe toutes les étapes sans... Alors, il y a une étape... Tu ne sais toujours pas là où tu vas ? Non. Ok. Et en fait, on passe finalement il y avait 80 000 candidats à l'époque, on passe de 80 000 à 50 000, et puis petit à petit, en fait, le nombre de candidats, en fait... diminue, et j'arrive, et je fais partie, finalement, des 13 candidats finalisés, enfin, pour intégrer ce programme. Et là, on me l'annonce au téléphone. Et on me dit, Kenza, voilà, on t'a
on t'a choisi pour faire partie de cette aventure. Il va falloir que tu rencontres la directrice de prod pour qu'elle t'explique en quoi ça consiste. Donc en fait, moi, je l'ai su. Je n'ai su ce que c'était en fait, en quoi consistait cette émission, genre 2 semaines avant que je rentre dans cette aventure. Ouais. Donc tu vois, j'étais excitée par le fait de rentrer dans un espèce de truc que je maîtrisais pas. J'avais 23 ans, j'étais excitée par l'aventure. Et là, je rencontre la directrice de prod. Et puis, elle me dit, vous savez, Kenza, il va falloir que vous vous libériez les 3 prochains mois. Et qu'en gros, vous preniez un congé, que vous quittiez votre travail. Je dis, mais attendez, moi, je peux pas quitter mon travail pendant 3 mois. Et je lui dis, j'ai un loyer à payer. Elle me dit, vous inquiétez pas, vous allez vivre une aventure tellement formidable qu'on va vous payer vos factures et votre loyer pendant 3 mois. Mais il va falloir prendre une décision. C'est la chance de votre vie. C'est une histoire incroyable. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, bah voilà, vous allez être enfermé dans une maison de 125 mètres carrés où vous allez être plusieurs candidats et vous allez vivre des choses, vous allez être filmé 24 heures sur 24. Là, je fais, ah là là, mais dans quoi je suis en train de me lancer, quoi. J'ai un job, j'ai une situation. Alors, ok, je suis passionnée de radio, mais je vais pas me lancer dans l'aventure comme ça, comme une kamikaze, quoi. Et en même temps, quand tu réponds à un casting, c'est pour Oui, ça aussi. oui, Au fond, mais en même temps, j'ai joué le jeu aussi jusqu'au bout sans Et savoir où j'allais, Oui, tu vois. il y a un côté joueur aussi quand on... Mais il y a un côté aussi manipulateur. C'est-à-dire oui, qu'en fait, oui, eux, bien sûr. ils sont terribles parce qu'en Oui, fait, en fait, c'est comme si tu gagnais un prix Ouais. et qu'on te disait à la fin pour quel prix tu as gagné, tu vois. Ouais. Mais tu peux pas le refuser puisque tu as non. gagné le prix, Ouais. tu vois. Et donc, ils ont été très malins dans la façon de nous approcher. Ils ont été extrêmement malins dans la façon aussi de nous aborder, dans la façon de nous rassurer aussi pour qu'on puisse rentrer dans cette émission dans les meilleures conditions. Sachant que peu de personnes le savent, mais notre contrat qu'on avait, qui était lié à la boîte de production et à M6 à l'époque, on l'a signé durant la séance de maquillage avant de rentrer sur le premier prime. Ah ouais, énorme. Donc en fait, Ouais. on n'avait même pas le temps d'aller voir un avocat, on n'avait même pas le temps. En fait, disons qu'on avait d'autres chats à fouetter. Oui, je pense que vous ne pensiez même pas à l'avocat à ce moment-là. Bah, Enfin, bien voilà, sûr que c'était- non. non. Bien sûr que non. On avait un contrat lié avec la prod, Mais on oui. signe le contrat. Ouais. Voilà. On a dit oui pour l'aventure, on y va. Donc qu'est-ce que je fais du jour au lendemain? Je quitte mon job. J'explique à mon patron que j'ai un problème familial, que je démissionne, sauf que le patron en lui-même me voit quand même sur les écrans 2 semaines après, donc je pense qu'il a eu un choc. J'en parle à ma mère sous le choc, elle me dit, tu te rends compte, tu vas quitter son CDI pour aller te lancer dans une aventure dont tu connais même pas le principe. Et là, elle me dit une phrase qui m'a toujours marquée, qui a finalement ouvert la porte à cette aventure. Elle m'a dit, tu sais, si tu fais pas ta connerie à 23 ans, tu la feras pas à 40. Donc elle m'a dit, je t'accompagne, je te suis et advienne que pourra. Et je me retrouve 2 semaines après sur ce fameux siège devant Benjamin Castaldi pour ce premier prime qui va lancer l'aventure Loft Story. Et cette aventure, finalement, va pas durer si longtemps pour toi. Moi, non, 3 semaines. Mais déjà, c'était beaucoup. Mais c'est beaucoup et c'est surtout Ouais. que, là on en parlait en off, on t'en parle encore. C'est-à-dire que plus de 20 Évidemment. ans après, tu es une figure aussi marquante Oui, d'une certaine période, d'une génération. C'est la première Télé-réalité. télé-réalité, merci. Et c'est vraiment un passage. Et quand tu disais émotionnellement, ça a été une vague incroyable. ouais, ça a été une vague de bonheur, une vague de haine aussi. Parce Et qu'on oui. a reçu, je veux dire, les gens, quand on a quand même créé des émeutes sur les Champs-Élysées. Quand on descendait dans la rue, on avait un mec de sécurité qui était avec nous. Donc tu vois, on était dans une sphère dans laquelle on était tous dépassés. C'est-à-dire que tout le monde a été dépassé par le phénomène. Ouais. La boîte de prod, la chaîne qui, elle, a pris une ampleur incroyable. Ouais. Cette chaîne est devenue quand même la première chaîne de France. Ouais. Après TF1, avec cette émission de télévision, en démol, petite boîte de prod, est devenue la première boîte de prod de la place de Paris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tout le monde a pris une notoriété au stade Une où il en vague était, et une incroyable. vague incroyable. Mais nous, les candidats, on était quand même un peu comme les rats de laboratoire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a pris, on nous a observés, et puis après, rentrez chez vous avec cette notoriété, faites-en ce que vous voulez, mais nous, c'est plus notre affaire. Sauf qu'on était des gamins, donc on a été fragilisés aussi par cette aventure. C'était génial sur le coup. Mais après, quand tu sors, on te dit maintenant, c'est bon, tu rentres chez toi. Sauf que tu rentres chez toi, t'es pas anonyme, en fait. Tout le monde te connaît. Tout le monde connaît ton visage. Oui. Tout le monde connaît ton Un avis adresse. sur toi, enfin voilà, tout le monde. Tout le T'as monde vu aussi dans mais la bien phase sûr. d'intimité, enfin voilà. Mais c'était- évidemment, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens à ta vie d'avant, mais c'est impossible de revenir à ta vie d'avant. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu as cette notoriété entre les mains, on te dit oui, mais bon, cette notoriété, vous n'avez pas de. En fait, on nous a comblé. Combien de fois on nous a ressassé en nous disant oui, mais vous n'avez pas de talent, vous avez obtenu cette notoriété alors que vous aviez 0 talent. Mais en fait, nous, cette notoriété, on l'a obtenue parce qu'on est rentré dans une émission qui nous a dépassés et on ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais nous, on avait des excuses, les premiers. Ceux qui rentrent maintenant dans les téléréalités, ils n'ont pas d'excuses. Parce que nous, on ne connaissait pas les codes.
Maintenant, ils en font un business. Oui, c'est Maintenant, différent, ils ça n'a savent. rien à voir. Ça n'a rien à Voilà, voir. nous, on est rentrés, on Parce n'avait que pas t'as Internet. vécu, et puis ils n'ont pas la même vague. Enfin voilà, Non. c'était très. Là, il y a des gens qui sont très connus, etc. Ça reste virtuel. Là, c'était très humain. On allait vers vous. Enfin voilà, comme tu dis. Oui, mais c'est ça qui était compliqué aussi. C'est ça qui est veut dire compliqué. qu'en fait, C'est nous, très on compliqué. ressemblait tellement aux gens de la vie de tous Eh les oui. jours qu'en fait, il n'y avait plus de barrières. Il n'y avait plus de barrière. Sauf que nous, on avait aussi notre vie privée. On Ouais. avait aussi besoin de notre intimité. Tu vois, donc en fait, il n'y avait plus de barrière entre notre intimité et celle du public Ouais. ou celle des gens qu'on croisait dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on nous croisait, on nous tutoyait direct, on nous tirait les cheveux, on nous, tu vois, Ouais, on vous nous étiez, pinçait les joues, du genre, vous êtes nos copains, quoi. Ouais. Sauf que non, on est des individus à part Même entière. si on ne fait pas vraiment ça à nos copains dans la rue. Exactement. Oui, mais nous, c'est parce qu'en fait, on leur ressemblait tellement qu'on n'était pas pour eux, on était des stars, mais on n'était pas avec On un pouvait se Johnny. permettre Tu des vois, choses. je sais pas si tu avais croisé à l'époque un Johnny Hallyday ou un Julien Clerc ou quelqu'un qui était de notoriété publique et qui faisait de la chanson depuis toujours, tu vas le vous voyez déjà et tu vas pas lui parler comme si c'était ton pote. Bien sûr. Mais moi, on me parlait comme si j'étais la pote de tout le monde. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, tu peux pas être la pote de tout le monde. Non. Donc ça crée quoi en toi ? Ça crée de la peur, ça crée aussi un besoin de se recroqueviller aussi sur soi-même. Ça crée aussi de la phobie sociale. Parce que tu as besoin de te reconstruire après ce genre d'émission. Donc tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Alors il y a des gens qui ont décidé aussi de quitter la France, parce que la notoriété ailleurs n'est pas valable. Ouais. Moi aussi, j'ai pensé à quitter la France. Je me suis dit, je vais peut-être refaire ma vie ailleurs. Mais je me dis, c'est dommage. J'ai quand même une notoriété, je suis pas trop bête. J'ai quand même un bagage intellectuel et humain derrière moi que je peux exploiter aussi. Donc je me dis, ce serait trop facile de tout quitter, de recommencer encore une fois ma vie ailleurs. J'avais ma mère, j'avais mon intimité, tu vois. Voilà. Et finalement, j'ai décidé de me battre et de construire finalement mes projets petit à petit, mais après un temps... Est-ce qu'il y a eu un moment presque de dépression ? Ah oui, totalement, ouais. Oui, ma dépression, après, elle a duré 2 ans quand même. J'ai mis quand même 2 ans à ressortir normalement. Et encore, notre notoriété, elle était encore au top, quoi. Ouais, C'est-à-dire que même avec l'arrivée des autres téléréalités, nous, nos visages étaient reconnaissables. Tout le monde reconnaissait Loana, Kenza, Stevie dans la rue. Enfin, on était comme des icônes pour eux, tu vois. Sauf que nous, derrière, dans notre intimité, il fallait qu'on retrouve une vie presque normale. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait continuer à payer nos loyers, il fallait qu'on continue à... Alors, effectivement, après, on a gagné un petit peu d'argent parce qu'on allait dans les discothèques, on était invités à droite à gauche, donc on avait des petits cachets. Mais en fait, les gens imaginent qu'on a gagné énormément d'argent. Mais ceux qui ont gagné énormément d'argent, c'est la boîte de prod. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ce qu'on gagnait à l'époque, on reversait 70% à la boîte de prod. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a fait intervenir des avocats pour casser les clauses, de nos contrats, parce que c'était des clauses abusives. Oui, bien sûr. Donc, en fait, on a dû chacun individuellement se reconstruire avec ses douleurs, sa façon de supporter cette notoriété et faire des choix de vie qui nous permettaient de rebondir, en fait. Ouais. Et toi, ça va passer par quoi, justement, cette reconstruction, ces choix de vie ? Là, on est plus de 20 ans après, il y a eu de l'eau qui est passée sous les ponts, mais qu'est-ce qui a été pour toi ton chemin après ça, en fait ? Après, l'idée, c'est qu'il fallait changer l'image. Je pense qu'il fallait que je travaille d'abord sur mon image, parce que cette émission m'avait donné aussi cette image un peu caricaturale de la grande gueule, tu vois, pas sympa, qui disait toujours ce qu'elle pensait, mais voilà, exactement. Et en fait, il fallait d'abord que je travaille et que je donne la vraie version de moi-même au public. Tu vois, et je me dis, ceux qui m'ont suivi dans cette émission, ils vont se rendre compte finalement que le loft, c'est pas toute ma vie, que derrière, je suis une enfant de la guerre, que j'ai une histoire derrière moi aussi, et que je ne suis pas forcément que maghrébine, mais je suis aussi orientale, et que j'ai vécu aussi des choses, que j'ai des choses à raconter, et qu'en fait, le premier salut est arrivé au moment où j'ai écrit mon premier livre. Un jour, j'ai quitté Bagdad, et là, à ce moment-là, j'ai fait plein d'émissions de télévision un peu intellectuelles, et là, on s'est dit, waouh, Kenza, elle écrit. Tu vois, et en fait, le livre, ça m'a redonné en fait une espèce de notoriété, de nouvelle notoriété, en disant, les gens ils disent, ah bah finalement elle est pas si con, parce qu'on m'a vu m'exprimer sur la guerre, on m'a vu m'exprimer dans plein d'émissions de télévision, et là à ce moment-là, ça m'a permis quand même de reprendre confiance en moi et de me dire, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à faire, et puis journaliste, ça va être mon métier parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, j'ai passé un diplôme au Studio École de France, qui a duré 2 ans, et ça a été vraiment le début, finalement, d'une nouvelle carrière journalistique pour moi. Oui. Et où tu as réussi à tout doucement t'éloigner de cette image, t'éloigner et te reconstruire, te
peut-être comme tu dis, renaissance encore une fois Tout à fait. de ce qui tu es. Ce qui n'a pas été facile d'ailleurs, parce que ma notoriété, mon visage reste le même. Ouais. Donc il fallait aussi que j'affronte les gens avec lesquels j'avais envie de travailler, mais de façon très sérieuse en tant que journaliste. Ouais, bien Donc il y a sûr. plein de gens qui m'ont pas pris au sérieux, mais j'ai dû parfois passer 3 castings au lieu d'en passer 2. J'ai dû parfois passer par la fenêtre alors que j'ai pas pu passer par la porte. Alors que les gens imaginent que parce que tu es connu, que tu peux travailler facilement, alors que pas du tout. Parce qu'en fait, les secteurs d'activité très sérieux, ils prennent pas une nana comme moi qui sort d'une télé-réalité. Ils prennent des vrais journalistes. Enfin, voilà. Sauf que j'étais une vraie journaliste, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, c'était ça. Les gens étaient un peu schizo, en fait. Et que moi, j'étais toujours obligée de trouver le bon curseur entre cette schizophrénie, tu vois, qui me rappelait à mon ancienne vie de télé-réalité. Et à un moment donné, en disant que mais prenez-moi parce que je suis aussi capable d'être une bonne journaliste. De faire autre chose, ouais. Voilà. Et heureusement, Émilie, je vais te dire que j'ai croisé ces 20 dernières années des patrons de presse et des gens qui dirigeaient des magazines ou qui étaient à la tête de rédaction, qui ont eu l'intelligence de passer au-delà de l'image, tu vois, et de croire en mes capacités journalistiques. Sinon, je serais devenue quoi en 20 ans ? Heureusement qu'il y a encore des gens intelligents. Mais je peux te dire qu'en parallèle, il y a aussi des gens qui m'ont fermé la porte parce qu'ils sont restés sur cette première image. Ils n'ont pas été au-delà, tu vois, en disant jamais on va embaucher une ancienne de télé-réalité pour travailler dans notre magazine ou pour... Voilà. Donc j'ai dû petit à petit me refaire une image, retravailler une image qui me ressemblait plus. J'ai dû aussi faire mes preuves dans le domaine de la radio et dans le domaine du journalisme. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie d'écrire d'autres livres. Donc, j'ai écrit d'autres bouquins sur des sujets sociétals. Et puis, voilà. Et puis, depuis 20 ans, je me construis comme ça, avec des moments plus difficiles que d'autres. Mais ça, je vis finalement la même vie qu'une journaliste qui est indépendante. Et surtout à notre époque, et qui est compliqué d'être journaliste parfois. Voilà. Donc, il y a des mois où j'ai des piges, il y en a d'autres où j'en ai moins. Mais c'est la vie de tous les professionnels d'aujourd'hui, tu vois. Voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai d'autres envies. Peut-être lancer un podcast. Ouais. J'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de lancer plein de projets. Et puis pourquoi pas peut-être ajouter une corde à mon arc et faire un autre métier. Voilà, je ne sais pas encore dans quoi, mais ça va peut-être se... Tu te reconstruis une nouvelle, un renouveau, encore une fois. Tu vois, c'est tout le temps agir. En fait, je suis tout le temps dans l'action. Alors, c'est vrai que c'est fatigant des fois, mais des fois, j'ai envie de me poser. T'as des grosses phases dans ta vie, quoi, des grosses périodes. Et quel est ton dernier regard, j'ai envie de dire, sur cette aventure ? C'est un cadeau ou c'est une épreuve qu'on t'a offert, que la fille t'a offert ? C'est pas un cadeau... mais en même temps, c'est une épreuve de vie qui fait partie de mon destin, parce que moi, j'y crois beaucoup. Et en fait, je me dis que si j'étais pas passée par là, est-ce que j'en serais aujourd'hui là où j'en suis, tu vois ? Mais rien n'est gagné, tu vois. Rien n'est gagné parce qu'aujourd'hui, mon statut est encore fragile. Mais j'essaye quand même de rester en phase avec mes valeurs, avec la femme que je suis, avec mon passé. Et puis surtout, tout le temps, être dans l'action, en fait. Oui. Mais justement, l'action pour toi, est-ce que tu peux nous partager ta définition d'agir ou de l'action ? Alors, pour moi, agir, c'est être tout le temps en éveil avec le monde dans lequel on évolue. C'est aussi agir en conscience et en valeur, c'est-à-dire être toujours en phase entre son intérieur et son extérieur, parce que pour moi, c'est important d'être aligné. Et je pense que l'action, elle prend tout son sens à partir du moment où on est aligné entre ce qu'on dit et entre ce qu'on pense. Tu vois, c'est à peu près tout ce que je te dis depuis le départ. C'est ce que tu dis, exactement. En fait, pour moi, être aligné, c'est aussi être en action de façon continuelle, sans forcément dévier de notre trajectoire initiale. Tu vois ? Voilà. Et de continuer, en tout cas, sur cette même lancée et de toujours croire en soi. C'est très important. Parce que si tu agis sans croire en toi, il n'y a rien qui se passe. Tu vois ? L'action sans la confiance... D'être son premier allié, quoi. Exactement. Et de s'aimer d'abord soi-même avant de pouvoir, tu vois, transmettre plein de choses à d'autres. Oui, si on est plus aligné, on va plus vers l'action aussi parce que ça nous paraît plus fluide, je pense c'est peut-être. Ouais. Et malgré les fragilités, agir, c'est important de continuer à agir au moment où on a des faiblesses aussi dans la vie. Parce que finalement... la dernière fois, j'ai vu l'interview d'un humoriste que j'aime beaucoup et qui disait que c'est au contraire quand on est au fond de la vague
que l'action doit être nécessaire. Parce que des fois, quand on est au fond de la vague, on se dit « Oh, j'ai plus envie de faire ça, je bouge pas ». Et au contraire, il faut se faire violence et de se dire qu'au contraire, c'est l'action qui va nous mener vers une autre action, en fait. Tu vois ? Voilà. Et je pense qu'il faut dans sa vie une espèce de discipline qui permette d'être toujours dans l'action, même si c'est des petites actions. Mais toujours les petites actions nous amènent vers des grandes, tu vois ? Mais être toujours dans le mouvement. Et c'est ça qui est important pour moi. Et il y a le mot de discipline que tu dis, c'est que parfois c'est contre nature et contre envie aussi. Exactement. Mais qu'on doit mais si on n'a pas de travailler. Exactement, c'est-à-dire que des fois on n'a pas envie, mais on doit le faire. Ouais. Et au contraire, au moment où on le fait, c'est là où on se dit « Ah bah j'ai bien fait de le faire », tu vois ? C'est comme des fois, t'es fatigué, t'as pas envie de sortir, et pendant des semaines t'es fatigué, et puis un jour tu fais « Allez, il faut que je me force quand même ». Et en fait, une fois que t'es dehors, que tu vois le soleil, tu dis « qu'est-ce que tu dis ? Et ben voilà. Mais si tu l'avais pas fait cette action, et que si tu t'étais pas fait violence, t'arrives pas à cette conclusion, tu vois. Et quelle action justement dans ta vie t'es la plus fière ou t'es contente d'avoir fait ou voilà qu'est-ce qui te vient là spontanément ? Je pense que l'action la plus courageuse que j'ai dû mener dans ma vie, c'est d'être consciente, en tout cas il y a 20 ans, du potentiel que je pouvais apporter dans la profession que je fais aujourd'hui, d'y croire et de m'y accrocher. Parce que j'aurais pu tout abandonner aussi à 20 ans. Et j'aurais pu me dire, c'est pas pour moi, personne m'ouvrira la porte, ça sert à rien que je me batte. Et en fait, l'action de s'accrocher à son but, à un espoir ou à une trajectoire, en fait, je crois que pour moi, c'est le plus grand des courages, en fait. Merci beaucoup, Kenza. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour ce moment et merci d'être venue sur ton parcours et de nous avoir partagé justement cette belle leçon de l'action. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.